Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo Infandum. Nous allons découvrir aujourd'hui les chapitres 25 et 26. 3 août, 10h16. Encore une nuit de dur labeur et de frustration. J'y suis presque pourtant. Je suis tellement proche du but, mais je reste toujours bloqué au même endroit. Ça me rend dingue. Je croyais que trouver l'esprit d'Anne dans l'Infandum serait suffisant pour m'ouvrir les portes de celui du tueur, ou au moins de l'une de ses victimes. J'étais bien naïve. Rien n'est jamais simple dans la vie. Le pire, c'est qu'il y a eu 2 nouveaux meurtres depuis le début de l'été, largement de quoi réactiver le pouvoir d'Anne, qui pour une raison obscure l'attire spontanément vers les fillettes mortes. Or, elle affirme n'avoir expérimenté aucun contact de ce type depuis sa rencontre avec Chloé. Rencontre que j'ai manquée car l'autre débile avait ce jour-là eu la brillante idée de faire une sieste l'après-midi, alors que j'étais au travail et ne pouvais donc pas profiter de cette occasion idéale. J'ai eu envie de la tuer lorsqu'elle m'a expliqué ça au téléphone. Surtout qu'elle était toute contente de me raconter son expérience et ses nouvelles théories à propos de connectomes ou je ne sais quoi. J'ai à peine écouté ce qu'elle disait tellement j'étais furieuse. Et à présent que j'arrive à localiser l'esprit de cette grosse vache grâce au talisman de Théromax, son pouvoir ne s'active plus. Je me demande parfois si ce sont mes intrusions qui inhibent les capacités d'Anne. Peut-être que ma présence perturbe leur fonctionnement, mais je n'ai pas le choix. Je dois continuer de visiter son esprit pour avoir une chance de trouver une passerelle vers l'assassin. Je suis maintenant assez bien rodée et j'emprunte toujours le même trajet pour accéder aux profondeurs de l'inconscient de mon ami, jusqu'à cette fameuse étape finale que je n'arrive jamais à franchir. Il me faut d'abord m'endormir, commencer un rêve, puis attendre de découvrir une zone ombreuse. J'en vois plus souvent depuis que je garde le squelette de poulet sous mon oreiller. Celui-ci apparaît chaque fois au seuil des passages. Il se tient debout, immobile, attendant que je le rejoigne pour partir à la recherche de son crâne. Je n'ai qu'à le suivre à travers les ténèbres pour trouver Anne. Ses os luisent dans le noir comme s'ils étaient fluorescents. C'est assez drôle de voir ce squelette sans tête qui marche devant moi pour me guider vers la sortie de la zone ombreuse. Nous arrivons ensuite dans la première strate de l'esprit d'Anne. Celui-ci s'organise en plusieurs niveaux qui se présentent toujours de la même façon. Je dois traverser une succession de scènes issues de ses souvenirs afin de descendre vers les strates profondes. Ce trajet s'apparente à un vrai parcours du combattant, qui exige méthode et endurance. La première strate se compose de souvenirs de surface sans grand intérêt et située dans un décor représentatif du quotidien d'Anne, son appartement. Mon squelette de poulet se précipite aussitôt sous le lit pour retrouver sa tête que j'ai cachée là. Je l'abandonne puis me dirige vers la salle de bain où se trouve le portail qui me permet d'accéder à la strate suivante. Ces portails prennent différentes formes en fonction des scènes et celui de la salle de bain se trouve derrière le miroir. Il m'a fallu d'innombrables essais avant d'enfin comprendre que je dois briser celui-ci pour révéler le passage dissimulé. Je me suis inutilement acharnée sur la porte d'entrée murée et les fenêtres condamnées pendant 1 mois entier. Il doit s'agir d'un système de protection mis en place par l'inconscient d'Anne. Les passages sont camouflés ou rendus difficiles d'accès pour dissuader d'éventuels intrus. Le miroir est par ailleurs étonnant car il ne reflète pas mon image lorsque je me place devant, ni même celle d'Anne. Il renvoie l'image de sa sœur, Héloïse. La jumelle se tient là, sans bouger, et me fixe avec une expression méprisante. C'est toujours un plaisir que d'attraper le premier objet venu pour le lui balancer dans la face et voir son reflet se briser en 1000 morceaux. Une fois ceci fait, je découvre un grand trou dans le mur et grimpe sur le lavabo pour m'engager dedans. Ces portails menant d'une strate mentale à une autre ressemblent à des zones ombreuses mais sont néanmoins différents, car ils n'ont pas d'atmosphère oppressante et ne se prolongent pas en longs tunnels. On les traverse instantanément, comme un voile très fin. J'arrive alors dans la deuxième scène, qui se déroule au sein d'un centre équestre. Ce décor m'a au départ laissé perplexe, jusqu'à ce que je comprenne qu'Anne a passé un entretien d'embauche là-bas. Elle ne m'en a jamais parlé, sans doute car il s'agit d'un mauvais souvenir. Je suis en effet accueillie par un homme et une femme qui me barrent la route en affirmant que mon parcours professionnel est pitoyable, que je suis nulle et que je n'ai rien à faire ici. Ils sont très insistants, j'ai eu beaucoup de mal à m'en débarrasser les premières fois. Eux aussi font partie du système de défense inconscient d'Anne et s'évertuent donc à m'empêcher d'avancer. J'ai cependant fini par réaliser que cet obstacle possède une clé qui le désactive. Il me suffit d'expliquer aux 2 méchants recruteurs que je suis une excellente cavalière. En voyant ma belle assurance, ils se calment et me demandent d'aller chercher dans les écuries un cheval appelé Master. Je me rends dans le bâtiment indiqué puis emprunte une longue rangée de box occupée par de vilains chevaux qui essayent de me mordre au passage. Si l'un d'eux arrive à m'attraper, il ne me lâche plus et je suis obligée de me réveiller pour lui échapper. Ce qui est très embêtant car je perds alors ma connexion avec l'esprit d'Anne et tout est à recommencer. Il me faut donc rejoindre rapidement le box de Master pour me mettre à l'abri à l'intérieur.
La pauvre bête fait peine à voir. C'est un vieux hongre blanc très maigre et visiblement malade, avec des postérieurs tordus qui le font marcher en canard. Au fond de son box se cache le portail qui débouche sur la 3e strate. Cette nouvelle épreuve a lieu dans ce que je pense être le poulailler géant où travaillait Anne. Un long couloir sans fenêtre, flanqué de hautes structures métalliques. Il règne un silence inquiétant et le chemin est entravé par une montagne de volailles mortes. Elles s'entassent par centaines devant moi, formant des tas qui m'arrivent jusqu'aux épaules, et je dois nager dans cette masse de cadavres pour atteindre le portail situé de l'autre côté. C'est une étape extrêmement pénible, qui demande beaucoup d'endurance mentale. Plus je repousse les corps, plus il en arrive de nouveau. Je me trouve parfois entièrement submergée et j'ai l'impression d'étouffer. Si je me laisse noyer par cette marée de plumes, de becs et de pattes, la sensation d'asphyxie devient insupportable et je suis forcée de me réveiller. C'est dans cette strate que je passe le plus de temps à chacune de mes tentatives. Vient ensuite une étape cruciale qui marque l'entrée dans les abysses de l'esprit d'Anne. Les souvenirs deviennent de plus en plus douloureux à mesure que j'avance, et celui-ci a durement marqué mon amie. Il s'agit de la soirée de Noël qu'elle a passée chez sa sœur. J'entre dans la pièce où est organisé le dîner. Héloïse et son compagnon sont assis à table et se moquent de moi. Ils ne font rien d'autre, mais cela suffit à me ralentir car je ne suis pas totalement lucide lorsque j'évolue dans l'Infandum, et mes réactions sont plus vives que d'ordinaire. En l'occurrence, quand j'entends ces deux cons qui se mettent à rire, je suis prise d'une rage effroyable qui me donne envie de les défoncer. Sauf que je ne peux pas, car lorsque j'essaye de faire le tour de la table pour m'approcher d'eux, le meuble s'allonge afin de barrer le chemin. Il m'est arrivé de rester bloqué très longtemps à cet endroit, en train de fulminer en vain contre le couple hilar. Je dois rassembler toutes mes forces pour parvenir à me détacher de cette source d'irritation et me diriger vers la pièce voisine, une bibliothèque où se trouve le 4e portail. Alors la véritable épreuve commence, car Spectre se dresse en travers du passage. La première fois qu'il est apparu devant moi, j'ai été si surprise que je me suis réveillée aussitôt. Anne me l'avait déjà décrit, mais je ne pensais pas qu'il était si grand, une bête de plusieurs mètres, probablement un cobra royal. Il est très impressionnant avec son corps d'une blancheur fantomatique et ses yeux complètement noirs, sans pupille apparente. C'est un gardien féroce, face auquel je dois faire preuve de sang-froid, sans hésiter ni dévoiler ma peur. Théromax me l'avait expliqué. Spectre et Phobie accepteront de me laisser passer s'ils me perçoivent comme une visiteuse inoffensive. Je me soumets donc docilement à l'examen du cobra blanc tandis qu'il me palpe avec sa langue pour me sentir. Il s'enroule ensuite autour de moi puis me serre entre ses anneaux afin de tester ma réaction. C'est compliqué de rester tranquille pendant qu'il m'inspecte, car cela me fait tout drôle d'entrer en contact avec lui. Ce genre de proximité n'existe normalement qu'entre une sorcière et son totem. Il s'agit d'une relation assez intime. Or, Spectre perçoit le plus petit accès d'émotivité en moi et réagit aussitôt en devenant menaçant. Il resserre son étreinte, se met à souffler et peut aller jusqu'à mordre. L'effet de son venin est radical. Il m'éjecte hors de l'esprit d'Anne et me réveille dans un état de frayeur intense. Je redoute plus que tout la morsure de ce serpent. Aussi est-ce une sacrée performance de supporter stoïquement sa fouille au corps. En cas d'examen validé, Spectre me lâche puis me laisse franchir le portail débouchant sur la dernière strate de l'inconscient d'Anne. Il s'agit d'un souvenir qui, je crois, est en lien avec son adolescence. Je me trouve dans une chambre d'hôpital psychiatrique. Il y a un lit avec des sangles, un sol carrelé, ainsi que des murs blancs et vides à l'exception d'une photo, sur laquelle on voit les deux jumelles quand elles étaient petites, accompagnées de leurs parents. Cette image a quelque chose de déplaisant malgré son apparente légèreté. J'ai l'impression que la petite famille me suit du regard tandis que je m'approche d'une fenêtre avec des barreaux. Sans doute faut-il passer par là pour accéder aux racines du pouvoir d'Anne. Sauf qu'il reste un ultime obstacle à surmonter. Phobie, le cobra doré aux yeux de sang. Elle est enroulée autour des barreaux et garde le passage. Je suppose qu'elle veut m'inspecter pour décider si je suis digne d'accéder au sein des saints. Le problème, c'est que je n'ose pas la rejoindre. Phobie est pourtant moins agitée que son frère et ne montre aucune agressivité, se contentant de me regarder, immobile. Je crois que c'est précisément ce calme étrange qui me fait peur. À l'instant où ses yeux rouges se posent sur moi, mon sang se glace dans mes veines. J'ignore ce qui se produirait si j'échouais à la convaincre et qu'elle décidait de me mordre, mais j'ai le pressentiment que son venin pourrait me tuer. Je n'ai donc jamais réussi à me rendre au-delà de la chambre d'hôpital, car la terreur me réveille avant qu'il se soit passé quoi que ce soit. Cette nuit encore, je n'ai pas su affronter Phobie. Si Théromax était là, il me dirait que je suis faible, comme d'habitude. Peut-être a-t-il raison.
Je ne perds cependant pas espoir et suis convaincue que je finirai par y arriver. Pour l'heure, il me faut surtout faire en sorte qu'Anne ne déménage pas pour un nouveau travail. C'est sûrement absurde, mais je crains que la connexion avec son esprit devienne plus difficile à maintenir si elle s'éloigne géographiquement. Après tous les efforts déployés ces derniers mois et alors que je suis si près du but, ce serait quand même dommage. Dans l'idéal, il faudrait qu'elle retrouve du boulot par ici. L'apparence enchanteresse du parc zoologique saisit Anne avec encore plus de force que lors de sa première visite en février. Au sein de la luxuriante végétation estivale, les bâtiments et allées paraissent véritablement surgis d'une jungle exotique. Il y a bien quelques pelouses brûlées par le soleil dont l'aspect jauni fait peine à voir, mais Anne a aujourd'hui décidé de ne considérer que les aspects positifs de son environnement. Un état d'esprit si rare chez elle ne peut exister que grâce à un espoir fou, celui de bientôt faire partie de l'univers merveilleux qui se déploie autour d'elle. Il ne s'agit pas cette fois d'une simple visite de courtoisie à Cassandre. L'éthologue est ici pour passer un entretien d'embauche. Son ami l'a recommandé auprès du service pédagogique du parc qui recherche un nouvel animateur. Pas vraiment le type d'emploi auquel Anne aurait songé, mais après tout, pourquoi pas? Expliquer les mœurs des animaux sauvages au public ne doit pas être bien compliqué. Une excitation teintée d'appréhension s'empare de la jeune femme au moment de rejoindre l'immense file d'attente devant la billetterie. Elle est venue avec plusieurs heures d'avance afin de visiter le parc une nouvelle fois, et Cassandre n'est pas disponible pour la faire entrer par la porte de service. Il lui faut donc prendre son mal en patience dans la chaleur écrasante, tandis que la file avance à pas compter. Ses doigts fébriles font défiler les quelques notes rédigées sur son téléphone, qu'elle s'efforce d'apprendre pour éviter de s'embrouiller pendant l'entretien. Pas question de se ridiculiser alors que son ami a chanté ses louanges auprès de ses supérieurs. Combien d'animaux dans le zoo? Environ 700. Combien d'espèces différentes? 120. Qu'est-ce qu'un EEP? Un programme d'élevage international pour les espèces menacées. Date de création du parc? 1996? Non, ce n'est pas ça. C'est 1986, ou peut-être... Bordel, j'oublie tout le temps. Anne parvient jusqu'à un guichet sans s'en rendre compte, les yeux rivés à son écran, puis pénètre enfin dans ce qui deviendra peut-être son nouveau lieu de travail. Elle s'oblige à ranger le téléphone pour profiter de sa visite, mais réalise bientôt qu'apercevoir les animaux va s'avérer difficile, entre les groupes compacts de promeneurs et le fait que la plupart des espèces se sont réfugiées à l'ombre. Presque 3 heures après son arrivée, la jeune femme n'a pas vu grand-chose de plus intéressant que 2 enfants en train de se battre au détour d'un chemin. Son errance finit par l'amener à hauteur de l'enclos de Maya, devant lequel s'est formé un énorme attroupement. Anne commence par renoncer, peu désireuse d'affronter pareille mêlée pour un jaguar invisible, mais des exclamations et commentaires enthousiastes éveillent sa curiosité. Elle s'approche, se décide à jouer des coudes et aperçoit alors Maya en pleine activité. La féline court, saute, poursuit un ballon qu'elle jette dans son bassin avant de plonger pour l'attraper. Sa robe osselée brille d'un éclat doré au soleil. Les déclics des appareils photo produisent un crépitement continu semblable à des tirs de mitraillette. Anne elle-même ne résiste pas à la tentation et ressort son téléphone pour immortaliser cet instant rare. Elle cherche à obtenir une meilleure place lorsque son regard croise celui de Cassandre. Vêtue de sa tenue de soigneuse, son amie l'observe d'un air hilar. « Tu aimes le contact humain, on dirait ?» s'amuse-t-elle tandis qu'Anne lutte pour s'extraire de la masse. « Oh la vache, je suis en sueur. Heureusement que j'ai pris du change pour l'entretien. Il y a beaucoup plus de monde que la dernière fois. » Le mois d'août, c'est le pire moment de l'année dans les zoos. Ça valait quand même le coup de voir Maya en action. Elle semble en pleine forme. Mon Dieu, tu n'imagines pas à quel point je suis soulagée qu'elle aille mieux. Je commençais à m'inquiéter, mais on dirait que le veto avait raison. C'était rien de grave. Je suis contente que cette histoire se soit arrangée. Et attends, je ne t'ai pas annoncé la meilleure nouvelle. On lui a trouvé un amoureux. Un beau mâle né en Angleterre qui devrait nous rejoindre dans quelques mois. Il s'appelle Athos. C'est génial, faudra que je vienne le voir. T'auras pas besoin de venir, tu bosseras ici. Je n'ai pas encore passé l'entretien. Tu vas déchirer, je t'ai préparé le terrain, l'équipe t'adore déjà. C'est hyper gentil de m'aider. Je me sens presque gênée que tu fasses autant d'efforts pour moi. C'est normal, je suis ta meilleure amie. Et puis ce serait trop cool qu'on travaille au même endroit. On ne serait plus jamais séparés. Oui, en effet. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air préoccupée? Ce n'est rien, je stresse un peu. T'as aucune inquiétude à avoir. Les gens du service pédago sont très bienveillants. Pas comme les gros connards qui t'avaient humilié au centre équestre. Les 2 jeunes femmes s'immobilisent, Anne perplexe, Cassandre au comble de l'embarras. Une clameur s'élève du côté de l'enclos où Maya vient sans doute d'effectuer une action remarquable. « Comment sais-tu que j'ai passé un entretien au centre équestre ?»
Parce que tu me l'as dit? Je n'ai pas le souvenir d'en avoir parlé. Mais si, tu l'avais évoqué dans une conversation Messenger en disant que ça s'était mal passé car les recruteurs étaient désagréables. C'est bizarre, je suis sûre de ne l'avoir jamais raconté. T'as la mémoire qui flanche? Comment je pourrais être au courant sinon? Je ne sais pas. Eh, t'as vu l'heure? Ton entretien est bientôt. Tu connais le chemin vers le lieu de rendez-vous? Je trouverai. Mais attends, c'était quel jour cette conversation dont tu... Dans ce cas, je te laisse, j'ai plein de trucs à faire. Bonne chance! Cassandre tourne les talons et disparaît au sein de la foule. Anne observe cette fuite précipitée d'un œil soupçonneux. Mais ses doutes sont relégués au second plan à la perspective de l'entretien imminent. La jeune femme abandonne Maya et ses admirateurs pour se diriger d'un pas rapide vers le bâtiment où l'attendent les recruteurs. Nombre d'animaux dans le parc, environ 700. Nombre d'espèces différentes, 120. Il règne une chaleur suffocante dans la vieille Peugeot tandis qu'Anne effectue le trajet de retour vers Gerville. Mais cela n'entache en rien son humeur aussi radieuse que le ciel d'été. L'entretien s'est magnifiquement déroulé. Elle est parvenue à répondre aux questions sans hésiter ni se dévaloriser, et ses interlocuteurs ont fait preuve d'un réel intérêt pour sa candidature. La jeune femme estime avoir de bonnes chances de décrocher le poste et rentre chez elle forte d'une énergie nouvelle, qu'elle décide d'utiliser pour remettre de l'ordre dans sa vie. Son esprit survolté imagine déjà un nouvel appartement voisin de celui de Cassandre, les soirées entre copines, les journées passées à arpenter les sentiers du zoo parmi une myriade d'animaux fascinants. Doucement, doucement, ce n'est pas encore gagné. Mais putain, cette fois j'ai un bon pressentiment. Anne pénètre dans son studio avec entrain, pose ses affaires, puis tourne en rond quelques minutes sans savoir comment extérioriser son inhabituelle joie de vivre. Son regard croise un mouton de poussière sous la table. La jeune femme s'arme alors de l'aspirateur qui végétait dans un coin depuis des semaines, sélectionne une playlist rythmée sur son téléphone et se lance dans un grand ménage. Elle va jusqu'à pousser les meubles et se contorsionner pour atteindre les endroits les plus inaccessibles où la crasse s'est accumulée en silence. Chaque nouvelle zone nettoyée la libère d'un poids, comme si son âme redevenait propre avec son environnement. Anne se retrouve bientôt à quatre pattes pour faire glisser le manche de l'aspirateur sous le lit, où un véritable troupeau de moutons gris s'est développé. Une forme étrange retient alors son attention. Suspendu aux lattes par une chaînette, un objet pend dans le vide vers l'extrémité du meuble, à hauteur de l'oreiller. La jeune femme éteint l'aspirateur puis se rapproche de ce qui se révèle être un crâne de poulet. En observant mieux la chaînette qui passe à travers les orbites, elle réalise que les fines mailles soutiennent également une moitié de cœur en métal doré gravé du mot « meilleur ». À l'incompréhension des premières secondes succède l'atterrement. C'est le pendentif de Cassandre, celui qui devait marquer leur indéfectible lien, et dont Anne porte l'autre moitié contre sa poitrine en cet instant même. Elle avait certes remarqué que son amie ne le mettait plus, mais s'était résolue à ne faire aucun commentaire à ce sujet. De le découvrir dans un contexte aussi macabre lui cause un tel choc qu'elle se cogne la tête dans le lit en voulant se redresser trop vite. La jeune femme recule le plus loin possible du meuble qu'elle considère avec horreur. Les idées se bousculent dans son esprit. Des questions restées en suspens trouvent leur réponse, ô combien terrible. Une conclusion s'impose entre toutes. Cassandre s'est introduite dans son connectome. Voilà qui explique comment elle a pris connaissance de l'entretien d'embauche au Hara. Mais pourquoi? Pourquoi a-t-elle fait ça? Anne glisse un regard vers son téléphone dont les haut-parleurs crachent toujours la musique vibrante d'une gaieté qui l'a totalement quittée. Le moyen le plus simple de résoudre ce mystère serait d'appeler la coupable pour exiger une explication. Anne se trouve cependant incapable d'esquisser un geste vers l'appareil. Son indignation et son désir de connaître la vérité sont muselés par une émotion qui ne lui est que trop familière, la peur.